et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente, là aujourd'hui on va parler d'un truc qui est chiant, donc je suis contente. Dès le début de cette vidéo, je vous invite à lâcher votre meilleur abonnement, comme ça c'est fait, et comme ça tout le monde y pense. Et voilà, à venir me suivre aussi sur Instagram, pourquoi pas, et viens me suivre. Comme ça tu verras déjà plein d'autres contenus différents, et en plus tu vas suivre un peu l'actualité, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver là très prochainement. Du coup aujourd'hui le truc chiant sur lequel on va discuter c'est tout simplement l'art roman et l'art gothique. C'est un peu complicado de faire la différence là tout de suite comme ça, même si on voit à peu près. Là on va vraiment poser des mots sur ce qui est et ce que c'est. Et ça va nous permettre de peut-être un peu moins galérer pour le contrôle. Bon, voilà. Effectivement, dans l'histoire de l'architecture, on a souvent eu tendance à comparer l'art roman et l'art gothique. Sûrement des mots qui vous sont pas inconnus d'ailleurs. Dans le sens où, en fait, en France, on a un grand nombre d'édifices qui appartiennent à ces deux styles en fait. Du coup, pour éclaircir un petit peu tout ce flou, je vous propose qu'on mette en parallèle ces deux styles-là pour un peu mieux comprendre ce qui les oppose, mais aussi ce qui les réunit. Du coup, commençons en détente avec celui qui est arrivé en premier dans l'histoire. En Italie du Nord, l'art roman est apparu autour de l'an 1000. Les églises prenaient la forme de navires renversés. Ce style architectural est apparu en Europe au IXe siècle, avec l'avènement des Carolingiens. C'est l'archéologue Charles Duhérissier de Gerville qui lui donnera son nom. On reconnaît l'art roman par son caractère monumental, par la richesse de ses sculptures et par la préciosité de ses peintures. C'est un art influencé par les savoir-faire carolingiens, byzantins, celtiques, antiques et orientaux. Ces multiples inspirations s'expliquent par le développement de nouvelles routes et de nouveaux transports. C'est avec les abbayes et les monastères que l'art roman fait son entrée en France, notamment avec l'abbatiale de Cluny qui va participer activement à sa diffusion au XIe siècle. L'architecture romane est rigoureuse et très stricte, et très austère aussi. Le divin est au centre de cet art dont la fonction première est donc de vouer un culte aux reliques. L'idée c'est vraiment de mettre en place un endroit où les croyants peuvent prier, se recueillir et méditer. Ce sont des édifices au service de la liturgie. Le plus souvent, ces églises sont orientées, c'est-à-dire que le chevet il va être tourné vers l'est, donc vers Jérusalem. D'ailleurs, on va tout de suite répondre à une question que tout le monde se pose. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Qu'est-ce que c'est la différence entre une église, une cathédrale, un monastère, une abbaye, une collégiale, une basilique? Personne ne sait. Personne. Déjà, spoiler alerte, on peut tous les appeler des églises. Voilà. Hashtag analyse. Fin de la vidéo. Déjà, il y a deux types d'églises. Il y a l'église qui est paroissiale, donc qui est à la disposition des habitants du coin, disons, et qui a généralement un cimetière qui la colle, et qui est tenu par un curé, globalement. Et on a aussi l'église qui est priorale, donc c'est un édifice qui va dépendre d'une abbaye. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est qu'une abbaye? À la Bibliothèque nationale de France. On passe au chapitre suivant. Alors une abbaye, c'est un bâtiment qui va abriter une communauté de moines, donc elle implique la présence d'un abbé ou d'une abbesse, et à l'intérieur on peut retrouver une abbatiale. En gros, c'est une église qui se trouve à l'intérieur de l'établissement. Donc en fait, l'abbaye c'est l'internat mais version moine. Et on peut souvent la confondre avec le monastère, à juste titre, parce que ça se ressemble beaucoup. La seule différence, c'est que du coup, dans un monastère, on va pas avoir d'abbé. Ensuite, du coup, on a la basilique. La basilique, c'est une église qui va être jugée comme giga stylée par le pape. Donc en fait, ce jugement, il va être basé sur les origines du bâtiment, sur son architecture et sur sa renommée, donc par rapport à l'histoire, par exemple. La cathédrale, pour sa part, c'est l'église qui est la plus importante d'un territoire et qui va être placée sous l'autorité d'un évêque. À l'intérieur, on trouve toujours une cathèdre, où le prélat peut s'asseoir. C'est donc le lieu où l'évêque, accompagné des chanoines, va pouvoir prier
tranquillement sans se prendre trop la tête, quoi. Mais par contre, les chanoines, eux, vont avoir aussi leur propre lieu de culte. C'est du coup ce qu'on appelle la collégiale. Et en gros, c'est une cathédrale, mais sans un évêque, quoi. Enfin, et pour terminer, la chapelle. La chapelle, c'est le type d'église le plus populaire. On s'en sert pour faire des baptêmes, mais aussi pour fêter l'anniversaire de mort, avec genre des petites messes. Les chapelles, elles sont de deux formes. Elles peuvent être des édifices indépendants, mais elles peuvent aussi être intégrées à des églises ou des châteaux, mais qui vont rester des pièces à part entière, toujours. Bon, j'espère que maintenant tout le monde me suit, et on va continuer du coup sur l'art roman. On s'en était à peu près arrêté à l'apparition de la lumière dans les sanctuaires, qui vont venir ajouter un petit côté divin aux édifices. Elle est importante à l'est du coup, là où on va célébrer l'Eucharistie. L'art roman emprunte à l'Antiquité les murs romains, les frontons triangulaires ainsi que les colonnes qui vont venir supporter l'entablement des édifices. De même, il va s'inspirer de Byzance pour construire des coupoles. Avec la survenue de nombreux incendies, les bâtiments sont reconstruits, ce qui permet aux architectes de mettre en pratique tous les savoirs et progrès accumulés pendant l'époque. Désormais, on s'inspire des basiliques antiques pour construire des voûtes en pierre qui prennent différentes formes. Des voûtes d'arêtes, voûtes d'ogives en berceau ou encore des coupoles. On met aussi en place tout un tas d'arcs différents. D'ailleurs, les arcs plein cintre sont les plus connus. Enfin, généralement, c'est ceux où tu fais « Ah oui, je vois ce que c'est. » Ouais, je connais cette théorie, oui. Il y a aussi des contrebutements qui vont venir renforcer la structure du bâtiment. Donc ça, c'est très important et c'est très caractéristique de l'art roman. Les plans sont eux aussi très variés. Et le plan orienté, dont nous venons de parler, prend d'ailleurs de nouvelles formes. Il existe différents types de plans. En Italie, par exemple, le plan basilical est le plus répandu. Dans l'Empire romain germanique, la tendance penche plutôt vers des églises halles à nef simple. Généralement très décorées, on y retrouve des trésors d'ivoire ou de bronze. La sculpture romane met en place une iconographie mystique et imaginaire qui va servir à la pédagogie. L'inspiration vient cette fois-ci de l'Orient et du folklore européen. La sculpture est très liée à l'architecture puisqu'elle se développe sur des éléments structurels du bâtiment. Elle vient remplir le vide et pour cela elle doit se cantonner à la place qu'elle a dans l'édifice. On appelle cela la loi du cadre. Les sculptures doivent absolument rester dans l'espace qui leur est attribué. Donc ça c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup d'ailleurs dans les chapiteaux par exemple. Au XIe siècle, la mise en place des décors sculptés sur la façade des bâtiments permet de marquer symboliquement le passage du monde profane au passage du monde sacré. La fresque, le vitrail et les arts précieux s'inspirent de l'Antiquité, de la Renaissance carolingienne ainsi que de l'Orient et des traditions barbares. On recherche le réalisme et le naturalisme. Les références piochent dans la vie quotidienne mais aussi dans l'imaginaire. Les murs sont décorés par des fresques et des tapisseries dont les thèmes traitent principalement de l'iconographie sacrée. Concernant l'Empire romain germanique, la peinture romane se caractérise par un style bien plus mesuré. On le nomme le classicisme. Aujourd'hui, ces grandes fresques ornant les murs ont disparu. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective. On a fait un bon tour de l'art roman. Mais quand on parle de l'art roman, on parle aussi très souvent de l'art gothique. Tout simplement parce qu'il s'inscrit dans sa continuité. Il est né en Île-de-France, dans la seconde moitié du XIIe siècle, entre 1130 et 1140. Le terme gothique apparaît en 1440. Il permet de définir un style d'écriture relatif au Moyen-Âge. Au XVIe siècle, Vasari, premier historien de l'art, nommera l'architecture médiévale de Tedesco, en français Tedesque. En 1610, ce mot est traduit par un jésuite français par le terme Gothiéus. Et en 1619, on emploie pour la première fois le mot gothique pour l'appliquer aux architectures médiévales. Le mot renvoie aux Goths, donc à l'art barbare, donc il est péjoratif. Finalement, depuis le 19e siècle, l'art gothique peut aussi s'appeler l'art ogival, un terme beaucoup plus neutre. L'art gothique se distingue de l'art roman par plusieurs points. Tout d'abord les arcs. Tout à l'heure, nous avons parlé de la richesse des styles d'arcs de l'art roman.
Ici, avec l'art gothique, les arcs sont un peu plus pointus. Ce sont les arcs brisés. Cependant, un arc brisé seul ne peut pas permettre de déterminer à quel style appartient l'édifice. Pour cela, il va nous falloir combiner plusieurs caractéristiques. Pour préciser un peu tout ça, je vous invite à vous rendre sur la chaîne Décoder les églises et les châteaux. C'est un type grave chouette qui explique super bien toutes ces questions d'arc, notamment pour l'art gothique. Il fait aussi plein d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder. Donc voilà, allez passer sur sa chaîne, c'est grave cool. Et moi je me suis appuyée sur sa vidéo pour écrire celle-là. Mais revenons sur nos arcs. Nos arcs, ils sont de plus en plus hauts. L'art gothique cherche une sorte d'élévation. Après, qui a la plus grosse avec la Mésopotamie, on part sur qui a la plus grande avec l'architecture gothique. Donc dans la continuité de l'art roman, on dénote une grande recherche dans les effets lumineux des édifices. Cette fois-ci, je ne parle pas de lumière divine, car le traitement de l'éclairage est bien plus ambigu. Alors oui, les fenêtres sont plus grandes et plus nombreuses, mais leurs vitraux, qui sont de plus en plus détaillés d'ailleurs, ne permettent pas à la lumière d'éclairer au mieux les édifices. En gros, c'est encore très sombre. On n'est pas sur de la baie vitrée, on est plus sur de la lumière tamisée, genre. Donc oui, il y a une recherche de la lumière, mais non, les édifices, ils sont pas plus lumineux, disons. Concernant les sculptures, on voit apparaître dans l'art gothique des sculptures en ronde bosse. Des statues de grande taille, mais aussi des statues colonnes. Il y a aussi l'arrivée des gargouilles. Du coup, pour terminer cette vidéo, je voulais vous résumer la différence entre ces deux styles d'architecture de manière simple. Basique. Ok. L'art roman a eu tendance à privilégier les contreforts, massifs, et l'utilisation d'arcs en plein cintre. De son côté, l'art gothique a plutôt mis en exergue les arcs boutants, plus légers, et les arcs brisés. L'art roman utilisait les voûtes en berceau, là où l'art gothique a préféré construire des voûtes en croisée d'ogives. Les architectures romanes sont donc beaucoup plus minces, car le poids des toits et des murs ne permettait pas d'ouvrir excessivement les espaces, parce que ça aurait fragilisé les bâtiments. Dans l'architecture gothique, les voûtes, en croisée d'ogives, permettent de percer justement de grandes baies et de laisser place à d'immenses vitraux. Dans l'art gothique, les tympans sont bien plus travaillés, détaillés et colorés. On a aussi la présence des rosaces. On en a terminé avec l'art roman et l'art gothique. J'ai fait un petit tour simple pour vous expliquer un petit peu les origines et les inspirations. Bien sûr, il n'y a pas tout, hein. C'est comme je vous le dis d'habitude, c'est que va falloir réviser. Il n'y a vraiment pas tout, donc réviser. En tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est le plus grand soutien que vous pouvez apporter. Mais si vous avez envie de soutenir autrement, vous pouvez venir lâcher un petit commentaire, vous abonner, liker cette vidéo, même venir me suivre sur Instagram. Il s'y passe plein de choses et on rigole aussi. Et ça, c'est cool. Donc voilà, je vous attends très prochainement. Et moi, je vous fais des bises.